Bienvenue à ce 6e et dernier live, mais pas le moindre, des 34e Grand Prix Comment. Nous y révélerons l'ultime partie du palmarès, avec la dernière grande inspiration de la communication 2020-2021, décryptée par notre expert Olivier Creusy, directeur du programme de l'ISCOM. Et elle sera bien sûr disponible en replay. Et comme le dit l'adage, les derniers seront les premiers. Ce dernier live sera aussi l'occasion de découvrir le Grand Prix Comment, celui qui a remporté tous les suffrages. Et cette année, surprise, il y en a 2. Mais avant cela, une dédicace spéciale et de chaleureux remerciements à nos partenaires qui ont permis la réalisation de ces Grands Prix 100% online. Merci à Audencia Sciencescom, à iPressPack, à Glory Paris qui a réalisé l'identité de ces Grands Prix, à l'ISCOM, à Kantar, aux Échos Le Parisien événements, ainsi qu'à notre partenaire média Uzbek Erika. Merci également à nos 2 animateurs de choc, Constance Viblet et Ludovic Ebrard. Et enfin, merci à la fine équipe de Comment pour cette organisation 100% digitale et 100% réussie. Juste avant de commencer, je vous invite à utiliser notre hashtag GPComment pour suivre les résultats du palmarès sur Twitter. Et bien sûr, je vous invite également à vous abonner à nos comptes LinkedIn et Instagram pour suivre toute l'actualité de l'association. J'accueille maintenant Constance Viblet, administratrice et membre du bureau engagée et active de Comment et également directrice de la communication du groupe WeCare, à qui je laisse la main pour animer ce dernier rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Séverine pour cette très belle introduction. Le temps nous est compté. Il n'est pas extensible même si parfois on aimerait bien qu'il le soit, ou pas. Vous l'aurez compris, c'est de temps dont il s'agit dans cette 6e et dernière inspiration. Le slow dans le tourbillon de la crise. Face à l'urgence, la communication décide de prendre le temps long de l'explication. Comme un pied de nez à l'information trop vite périmée ou mal assimilée des fils d'actu. Car sa mission, c'est aussi la pédagogie. Elle entend répondre aux questions, étancher les curiosités, en faisant durer les séquences et les supports. Elle joue par la même occasion la carte de la durabilité, qui est l'un des piliers d'une communication plus responsable. Avant de prendre le temps d'en discuter avec Olivier Creusy, directeur de programme à l'ISCOM, notre expert du jour, je vous propose de regarder en vidéo la présentation de cette 6e et dernière inspiration. À l'heure des fake news et du prêt-à-penser, la communication prend le temps du recul. Quand tout s'accélère, elle dit non aux avalanches de notifications. On en a beaucoup parlé. L'ère du slow serait-elle en train de s'imposer dans la communication au beau milieu du tourbillon de la crise ? Une chose est sûre, la désinformation et l'intox ne passeront pas par elle. Elle entend répondre aux questions et étancher les curiosités. Savoir, c'est pouvoir. Merci beaucoup Olivier de nous rejoindre. Merci à vous Constance. On va ensemble prendre le temps de parler du temps. Ça vous va ? Très bien. Parfait, très bien. Alors j'ai une première question. Quelle est la première idée qui vous est venue quand vous avez découvert cette thématique du temps long ? Alors quand on parle de temps long, moi je pense immédiatement temps court et l'opposition de ces 2 perceptions. Je crois que ce sont des perceptions parce que le temps physique, lui, ne change pas. Il n'est pas plus rapide ou plus lent. Il reste inchangé. Donc si nous avons le sentiment d'un temps court, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence, de l'accélération, du non maîtrisé dans ce que nous ressentons. Et cette perception, elle est composée à la fois d'un phénomène et d'une perception par un observateur. Alors le phénomène, je crois que c'est bien sûr l'augmentation considérable de la quantité d'informations qui est accessible, et puis l'immédiateté de cette information. Alors on est confronté à la nécessité d'essayer de s'organiser. D'une certaine façon, on subit cette situation, et ça crée forcément un stress, et peut-être une aspiration à quelque chose de plus maîtrisé, donc de plus lent.
Alors on a un titre de presse comme 20 minutes qui nous donne l'injonction d'avoir terminé la lecture en 20 minutes ou qui nous rassure sur le fait que l'on ne consommera pas plus que 20 minutes à la lecture du journal. Et puis aujourd'hui, n'importe quel contenu sur Internet, pour vous rassurer, vous annonce qu'il n'y en a que pour 2 ou 3 ou 4 minutes de lecture. Donc ça nous met dans une situation où ne pouvons pas augmenter la quantité de temps dont nous disposons, nous devons superposer différentes activités. Et la superposition, c'est nouveau et c'est assez compliqué à gérer. Alors, est-ce que la question du temps long a un sens particulier pour les communicants ? Alors pour les communicants, forcément, parce que nous travaillons sur 2 dimensions fondamentales, sur le temps de la marque, qui est un temps très lent. Nous avons des marques centenaires ou pluricentenaires qui sont toujours aussi jeunes, donc dispensées des outrages du temps. Et puis la communication, c'est le temps des mots, c'est le temps du message, et elle est dans le temps présent. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer le tiraillement entre une construction qui est lente et une expression qui est, elle, obligée d'être rapide. Donc la vraie confrontation, c'est celle de la construction du sens de la marque et de l'éphémère, qui est le temps de l'expression, alors médiatique, publicitaire, les réactions à chaud sur les réseaux sociaux. Donc notre cœur de métier, il est fondé sur ce tiraillement fondamental, et ça, on ne pourra pas le changer. Et ce tiraillement, cette tension, est-ce que toutes les marques sont égales face à cette tension ? Alors, je serais tenté de dire que non, puisque justement, si nous avons des marques patrimoniales, des marques anciennes, c'est qu'elles ont eu le temps de bien faire les choses. Et puis, nous avons une certaine patience vis-à-vis des marques auxquelles nous sommes fidèles, parce qu'on veut les rencontrer, les retrouver telles qu'elles ont toujours été, d'une certaine façon. Mais il y a dans la famille des catégories qui, elles, n'ont pas cette chance. Alors, je pense à tous les acteurs de la communication publique ou politique. Donc, la marque d'un président de la République, d'un président de région, d'un maire. Qui dure le temps d'une élection ? Elle va durer le temps d'une élection, d'un mandat. Donc on commence le mandat pour mettre en œuvre le programme sur lequel on s'est fait élire. Et puis à mi-parcours, déjà, il faut penser au message pour expliquer ce qu'on a fait, essayer de ne pas trop expliquer ce qu'on n'a pas fait et pourquoi, parce que sinon la marque va disparaître si l'élu ne retrouve pas le suffrage de ses administrés. Et puis on a toute la catégorie aujourd'hui des marques de start-up qui vivent une forme de course contre la montre, puisqu'on sait que presque 90% des start-up vont mourir avant 3 ans. Donc il faut avoir parlé avant cette échéance-là. Mais à ce moment-là, qui parle pour incarner quel projet ? On sait que la start-up, elle peut changer de projet et de modèle plusieurs fois dans cet espace de 3 ans. Donc ceux-là, ceux qui sont dans le temps politique ou dans le temps de ces nouvelles formes d'entreprise, sont condamnés à une urgence absolument incontournable. Et en communication politique, la politique finalement consistant à penser des nouvelles sociétés, une nouvelle forme de bonheur, quand on voit qu'on a théorisé l'action dans les 100 premiers jours d'un mandat, on comprend bien qu'il y a une forme finalement d'impossibilité à concilier cette demande des publics à avoir des preuves tout de suite et l'engagement qui serait de changer le monde et de produire du bonheur. Alors, est-ce que vous pensez que là, vous nous livrez un rapport au temps qui est passionnant, qui est creusé, qui est analysé. Est-ce que vous pensez que les marques prennent vraiment le temps de réfléchir à leur rapport au temps ? Alors, on pourrait le souhaiter, on peut que les encourager à le faire. Alors, je crois que conceptuellement, beaucoup le font, puisque Marie-Claude Sicard, par exemple, a théorisé dans son concept d'empreinte de marque une dimension qui est le pôle temporel de la marque. Et on va trouver des marques qui vont s'approprier la dimension du passé en montrant que leur savoir-faire s'est construit dans la durée. Donc c'est le cas d'une marque comme Cronenbourg avec la bière 1664 qui fait mention à la date de fondation de la brasserie. On a des marques qui travaillent sur une nostalgie aussi assumée. Bonne Maman, par exemple. D'un temps ancien, comme Bonne Maman, comme Café Grand-Mère aussi, c'est le temps des goûters au chaud, à l'abri. Un peu fantasmé quand même. Un peu fantasmé, mais ça marche très bien. C'est très rassurant. Des marques qui s'engagent dans le présent. Alors là, on va trouver les marques de service, les marques de la distribution. Monoprix, à une certaine époque, a signé vivement aujourd'hui. Donc là, ces acteurs-là nous promettent un présent amélioré, en tout cas, dans lequel ils vont s'engager. Et puis des marques, bien sûr, qui travaillent sur le pôle du futur, qui nous promettent une avant-première des miracles de la high-tech. Donc on va trouver
les promesses de Siemens, de Sony à une certaine époque. Et puis bien sûr les marques de cosmétologie qui vous promettent que dans 80 ans, vous serez aussi jolie que vous l'êtes aujourd'hui. Bon là, on revient à la problématique de la preuve par rapport au discours. Donc ça, c'est une construction de la marque. Dans le temps présent, tout le monde travaille sur la tendance, donc essaie de comprendre ce que l'époque... Y compris Comment. Y compris Comment, bien sûr. Mais je pense que c'est intéressant d'inciter tout le monde à penser à cette dimension temporelle en tant qu'élément stable de l'identité de la marque. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que les marques aussi prennent conscience finalement d'une autre dimension du temps. Le temps humain, il est linéaire. On voit bien qu'il passe, on ne reviendra pas en arrière, on va tous vieillir. C'est déjà de bien commencer, en tout cas pour moi. Et là, on commence à comprendre, mais on le sait en fait aussi techniquement, que la marque vit des cycles. Un produit peut avoir un cycle de vie. Donc, la marque et le produit ne sont pas soumis aux mêmes injonctions que le temps humain. Et ça permet d'avoir un rapport, on va dire, plus rassurant. Finalement, on peut promettre à un consommateur dont la vie avance de trouver le bonheur, non pas en accumulant forcément des biens, des quantités de biens, mais trouver une forme de bonheur à mieux consommer, donc pas en quantité, mais à mieux qualitatif, en s'intéressant à des produits qui vont lui apporter un autre bénéfice, une autre satisfaction. Donc toujours le plaisir de consommer, mais avec un bénéfice éthique ou psychologique ou moral supplémentaire, parce que le produit qu'on a choisi, lui, a été recyclé. On va avoir la preuve que son cycle de vie sera raisonnable en consommation de ressources. Ces cycles de vie même. Ces cycles de vie, absolument, puisque le principe du cradle to cradle va nous faire entrer dans un cercle vertueux éternel. Et donc ce temps de l'humain qui avance, finalement, trouve un certain plaisir, une certaine stabilité à considérer la consommation aujourd'hui davantage dans une dimension cyclique. Alors là, on parle de communication parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que cette tendance du temps long ne dépasse pas complètement le monde de la communication ? Est-ce que c'est pas une vraie tendance sociétale ? Je crois que si. Dès que l'on parle aujourd'hui de temps court, on comprend superficialité. Donc il manque quelque chose. Et aujourd'hui, la lenteur signifie beaucoup plus la recherche de sens, la quête d'une finalité qui soit claire. On voit ça dans le comportement du retour à la nature. Il y a beaucoup d'ouvrages très intéressants sur la redécouverte de la forêt, la vie des arbres. Les forêts, ce sont les seuls endroits où on trouve des êtres pluricentenaires vivants. Donc c'est quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe. La mode du jardinage, du potager, où on fait pousser ses radis en 21 jours, c'est relativement rapide, mais c'est plus lent qu'un tweet, en tout cas. Le succès de la marque Le Creuset, que c'est cocotte, le gigot de 7 heures. Donc, il y a jusqu'à pas si longtemps, 1 heure de cuisson, c'était bien. Maintenant, on va en assumer 7. Donc, vous voyez, la tendance est très forte. Donc, il y a une aspiration, on va dire, collective qui associe les citoyens et les entreprises. Et dans la prise de conscience du rapport à l'environnement et de cette grande responsabilité des marques et des entreprises, on va à la fois constater ce phénomène assez consensuel, mais il contient aussi une tension dans son rapport au temps, parce qu'il est vrai que l'évolution de l'entreprise vers le volet social, typiquement de la RSE, peut être assez rapide à mettre en œuvre. Il suffit de changer de politique managériale. L'égalité des salaires, l'égalité des postes dans les CODIR, ça se décide et ça peut se mettre en musique assez rapidement. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la production agricole, il faut 3 ans pour transformer un champ classique en champ bio. Et tout ce qui est bien sûr de l'ordre de l'activité industrielle, quand on met en œuvre des process, des matériaux, des matières premières, c'est beaucoup plus long et donc beaucoup plus lent de passer à l'éco-conception et la proposition de produits qui soient, totalement vertueux. Donc il y a aussi, même dans la préoccupation de responsabilité, une tension temporelle entre, on va dire, le volet social et le volet environnemental. Alors, dans ce que vous venez d'exposer, vous avez fait un petit détour par la question de l'intime, du questionnement personnel. Quel rôle ça joue dans cette histoire de temps ? Je crois qu'on ne peut pas séparer les choses et que, avant toute chose, même en tant que collaborateur d'une entreprise, en tant que communicant, en tant que passionné de la marque, nous commençons tous par devoir nous poser cette question du sens du temps pour notre propre existence. Alors évidemment, c'est assez anxiogène puisque ça pose la question de la définition du bonheur, de notre raison d'être, de où est-ce que nous allons, ou où est-ce que je vais, moi, intimement, dans mon rapport à ma propre existence.
Donc cette idée d'une quantité linéaire à gérer est assez angoissante, ce qui veut dire qu'on a besoin de scansion, on a besoin de temps différencié. C'est pour ça que le temps de travail est quelque chose d'essentiel, mais qui doit être délimité. On a besoin de temps de vie sociale. D'actualité, hein. Exactement. De temps de partage, de temps de légèreté, de temps de réflexion, de temps où on arriverait, alors rêvons un peu, à ne rien faire. Donc on a vraiment effectivement une intrication sociale extrêmement forte de la vision de chacun, du ressenti de chacun, dans une prise de position collective qui nous dit le malaise face à cette urgence qui n'a jamais apporté ses justifications et une aspiration probablement partagée entre à la fois les citoyens, mais dans toutes leurs facettes, consommateurs, encore une fois, actifs dans le monde du travail, et peu importe. Alors ça voudrait dire qu'on serait tous d'accord pour construire un monde un peu différent, qui serait une forme de bêta-version, donc où il y aurait ce consensus sur une gestion différente du rapport au temps, essayer des choses ensemble. Alors ça serait une bêta-version dans le sens où ce ne serait pas un monde parfait qui va arriver sous nos yeux par miracle du jour au lendemain, mais on participerait tous au moins avec ce désir partagé à une façon différente de faire les choses. Et c'est vrai que l'année dernière... C'est pas le monde qu'on a cru voir arriver il y a un an? Il y a eu un peu de ça. Ouais. Ça a commencé, je pense que la prise de conscience, elle est encore assez peu aboutie. On est peut-être aujourd'hui, parce qu'on est encore dedans, plus dans l'ordre du ressenti que dans l'ordre de l'énoncé. Mais je pense que le désir c'est pas encore mature, vous voulez dire? Voilà, je pense que c'est pas... Oui, absolument. Je pense que la maturité est pas là. Mais en tout cas, je pense que l'intention, l'énergie que nous avons chacun probablement envie d'y consacrer pour y réfléchir et pour nous organiser différemment, elle est en train de s'accumuler. Alors ça veut dire pour les entreprises sur ces sujets... Est-ce qu'elles communiquent bien sur ce temps long, justement? Alors ça, oui et non. Vous avez hésité quand même. Ça permet de débattre. Je crois d'ailleurs qu'il faut un angle un peu modeste. C'est peut-être ça, finalement, la conclusion de l'année qui vient de passer, c'est que personne n'a totalement tout compris et personne ne peut tout reconstruire. Donc moi, je suis un partisan de la modestie. Je crois que nous, communicants, on a deux belles formules à notre disposition. Alors, dans la vraie vie, c'est celle de prendre le temps. C'est-à-dire que le temps, ça se prend. Et quand on dit à quelqu'un prends le temps, le non-dit, c'est prendre le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire ne te précipite pas. Je n'attends pas que tu montres ta capacité à faire tout immédiatement. Finalement, j'attends que tu fasses bien les choses et que tu aies un plaisir à bien faire les choses. Et puis nous, on va utiliser le mot prendre dans le sens de prendre la parole, qui est aussi un acte extrêmement engageant, mais qui est aussi un acte très réfléchi, qui suppose qu'on ait réfléchi avant à ce qu'on allait dire, on a réfléchi au moment où on allait le dire, on a réfléchi aux arguments qu'on allait mettre en œuvre et aux preuves que l'on va apporter. Donc ça, je pense que pour nos métiers, c'est extrêmement important. L'idée, c'est que peut-être de moins parler. Le temps court, c'est un temps d'accumulation de la parole pour apprendre à mieux parler. Donc davantage, bien sûr, réfléchir et puis refuser la dictature de l'urgence. Et je trouve que ce qui ressort d'une façon très forte et évidente de ces grands prix, et donc de ce sixième éclairage, on n'est même plus à la prise de conscience. C'est l'affirmation de cette évidence, de ce désir partagé par l'ensemble, en tout cas, du monde du marketing et de la communication. Donc c'est un beau signal qui est envoyé cette année. Alors, en un tout petit mot de conclusion, parce qu'on a déjà dépassé, même si c'est avec beaucoup de plaisir, le temps qui nous a été imparti. Donc en 2 mots, est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution de cette question du rapport au temps? Très optimiste, parce que je vais prendre une anagramme qui est souvent citée par Étienne Klein, qui est que l'anagramme d'idée de progrès, c'est degré d'espoir. Et donc nous, les communicants, qui parlons beaucoup d'innovation, de changement, nous travaillons sur une idée de progrès positif, bien sûr. Et si on apprend, et j'en suis convaincu, que ceci est lié à un degré d'espoir, je pense que oui, les communicants ont quelque chose à dire, un exemple à montrer, parce que dans une entreprise ou dans la vie sociale, étant à l'aise avec les mots, avec les images, avec les évocations, eh bien, c'est peut-être à nous de mettre en musique et d'exprimer ce que finalement tout le monde pense. Merci beaucoup Olivier Creusy. Merci à vous. Bougez pas parce qu'on va vous retrouver à la fin de cette séquence pour répondre aux questions que les participants auront posées. Donc vous pouvez aller dans l'onglet questions
qui est dédié à cet effet pour poser toutes vos questions à notre expert, Olivier Creusy, qui, je le rappelle, est directeur des programmes à l'ISCOM. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. À tout à l'heure. Il est maintenant temps de vous présenter nos jurés de choc. Et je vous donne en même temps quelques chiffres sur cette 34e édition 100% online, je vous le rappelle. On a reçu 177 dossiers, 24 catégories. Il y a 24 comments d'or qui ont été décernés, 2 grands prix, un coup de cœur, qui ont été récompensés donc par 34 jurés que vous voyez défiler à côté de moi. Il y a eu 19h, 27 minutes et 3 secondes de délibération, en visio, on peut imaginer. 2h30 de plénière, 74 dispositifs de communication gagnants, tout ça en 4 jours. Voilà, je vous ai donné tous les chiffres. Merci encore à Saël Adari, Céline Boisson, Coralie Cornet, Marion Doucet, Hervé Frances, Ludovic Hébrard, Agathe Lélu et Anne-Cécile Thoman. Ils étaient parfaits, ils étaient drôles, ils étaient bienveillants, ils étaient inspirants, efficaces et, heureusement pour nous, connectés. Les animateurs, les animatrices de cette 34e édition des Grands Prix Comment. Et place à la remise de prix. Merci. Découvrons maintenant ensemble le prix de la communication pour l'inclusion. Dans cette catégorie, le jury a décerné 2 comments. Un comment d'argent d'abord pour Somfy. Le sexisme, c'est d'une autre époque, c'est pas la nôtre, avec l'agence OCO. Et un comment d'or à Lancôme France pour J'ai appris à lire à 50 ans avec l'agence InSign. Bravo à eux et découvrons ensemble tout de suite la vidéo de la campagne. 250 pages pour faire comprendre l'illettrisme ? À l'ère du buzz et des snack content, l'idée peut sembler incongrue. La fondation Lancôme, engagée contre l'illettrisme des femmes depuis 2018, a pourtant choisi de publier un livre pour rendre visible ce fléau, qui touche 2,5 millions de personnes en France. Associée à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la Fondation a décidé de donner la parole à une femme, Aline Leguluche, qui a appris à lire à 50 ans. Celle qui ne savait ni lire ni écrire, il y a encore quelques années, est désormais porte-parole. La marque l'a en effet choisie comme ambassadrice en France pour porter son plaidoyer. Derrière l'histoire, une campagne de communication complète et redoutablement efficace. Le livre, édité aux éditions Prisma, a été lancé en librairie en septembre 2020, au moment de la Semaine nationale de lutte contre l'illettrisme. Les 5000 exemplaires mis en place ont tous été vendus, et il est même question d'une adaptation audiovisuelle. Résolument inclusif, le dispositif a également prévu une déclinaison audio, lue par Aline Leguluche. Live sur le compte Instagram au féminin, partenariat avec l'actrice youtubeuse Juliette Tresanini, podcast avec les Meufs Mortelles et bien sûr RP Classique. Tout a été orchestré au millimètre près pour faire connaître le livre. Et ça marche. 55 retombées presse grand public, 7 plateaux radio et télé, soit une audience cumulée de plus de 110 millions. Qui dit mieux ? Bravo à vous, c'est vraiment impressionnant. Très beau comment d'or. J'en profite pour vous rappeler à tous, n'hésitez pas à poster vos réactions avec le hashtag GPComment, à féliciter les lauréats aussi. C'est important pour la profession que tout ça tourne et qu'on se félicite les uns les autres. Ça fait toujours du bien. Avant d'écouter les principaux intéressés, je vous propose de laisser la parole à Hugues Pinguet, qui est cofondateur et président de Glory Paris, et qui était donc dans le jury et qui va nous dire ce qu'il en a pensé. Alors, prix de la communication inclusive. Bravo à Lancôme, qui a su vraiment me toucher par rapport à son dispositif très earned media autour de ce livre qui a été écrit par une personne qui ne savait pas lire ni écrire à 50 ans. Je trouve que c'est une belle façon de démontrer que Lancôme s'intéresse aux femmes, s'implique sur cette cause et de créer un contenu aussi fort que le prix qu'on lui a remis aujourd'hui. Bravo à vous. Merci beaucoup Hugues. Alors d'abord, je me tourne vers Lancôme et on a la joie de recevoir Julie Audouin-Urdangaray qui est CEO de Lancôme France.
Donc Julie, Lancôme France édite un livre écrit par une ancienne illettrée pour lutter contre l'illettrisme. C'est une manière à la fois d'affirmer et d'illustrer en même temps ? Lancôme est une marque dont le cœur bat pour les femmes et qui a toujours voulu s'engager pour leur épanouissement et leur émancipation. Et donc face au constat en 2018 que plus de 75 millions de femmes dans le monde sont illettrées, Lancôme a voulu agir, les accompagner en créant le programme Right to Future et qui au niveau international s'est associé avec l'ONG CARE. En France, on aurait pu se dire qu'avec une école obligatoire et gratuite, l'illettrisme était un problème anecdotique. Eh bien non. Plus de 2,5 millions de personnes en France sont touchées par l'illettrisme, c'est-à-dire n'ont pas acquis, même si elles ont été scolarisées, les bases de l'écriture, de la lecture et du calcul. Et ce chiffre est vertigineux. C'est pour ça que nous avons voulu nous associer en France avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et ce avec deux facettes. Tout d'abord, financer des modules de formation digitaux pour motiver des jeunes femmes à réapprendre les bases de l'écriture, de la lecture et du calcul, et aussi utiliser la notoriété de la marque pour mettre un coup de projecteur sur ce sujet trop souvent méconnu et relativement tabou en France. Et c'est en particulier lors des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme en septembre que nous essayons d'utiliser la notoriété de la marque et de travailler avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour vraiment faire connaître et mobiliser l'opinion publique sur ce sujet extrêmement important. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Aline Le Guluche. J'ai été frappée lors de notre rencontre par le courage, la force et la détermination de cette femme qui a été illettrée jusqu'à 50 ans et qui a eu le courage de réapprendre les bases de la lecture et de l'écriture. J'ai été frappée par son courage, par sa détermination, et à l'époque, Aline m'a parlé de son désir d'écrire un livre. Et je me suis dit, qu'idée plus incroyable que d'avoir été illettrée jusqu'à 50 ans, de réapprendre à lire et à écrire à 50 ans, et de publier son livre pour raconter son histoire, et même d'enregistrer la version audio. C'était un formidable témoignage que tout était possible, quel que soit l'âge, pour donner du courage à ceux qui en ont besoin de faire la démarche, de réapprendre. Et nous sommes extrêmement heureux et même honorés d'avoir pu participer à ce projet et d'avoir accompagné Aline dans cette démarche de publier son livre. Alors j'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on conçoit une campagne de communication qui s'articule autour de la marque, de la cause, de l'objet et de l'objet de la communication ? Racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Une campagne réussie, ça repose sur une idée forte, mais ça repose d'abord sur une idée émotionnelle. Et avec la team Lancôme, il nous a semblé évident qu'en 2020, pour parler de l'illettrisme des femmes en France, l'histoire d'Aline Le Guluche avait un pouvoir émotionnel énorme. Donc ça nous a semblé évident de mettre Aline et son histoire au cœur de notre plan de communication 2020. Aline, elle est centrale dans ce plan de communication parce que d'abord, elle nous a permis de définir les contours du combat. Aujourd'hui, trop de femmes, plus de 2 millions en France, ne peuvent pas soutenir leurs enfants à l'école, ne peuvent pas lire une carte au restaurant, ne peuvent pas lire un bulletin de vente ou s'inscrire sur les sites administratifs. Cela ne doit plus être une fatalité. Donc on a vraiment insisté sur l'existence des modules de formation qui sont conçus notamment par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme au service de ces femmes. Aline, elle est centrale aussi dans le programme et dans le plan de communication 2020 parce qu'elle est devenue l'icône symbolique du programme Right to Future. Elle a accepté de s'exposer, évidemment, en publiant son histoire, avec l'aide bien sûr des éditions Prisma, et de s'exposer beaucoup personnellement autour de cette cause. Aline, elle est centrale aussi parce qu'elle nous a vraiment permis d'ouvrir des portes institutionnelles fondamentales, et donc elle nous a permis de construire une assise très solide dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et enfin, Aline, elle a aussi été une formidable caisse d'amplification, de résonance, puisqu'elle nous a permis et elle a fait beaucoup de plateaux télé, beaucoup de plateaux populaires autour de Laurent Ruquier, d'William Lémergie, de Flavie Flament, mais aussi sur des audiences plus confidentielles avec des influenceuses comme Elsa Wolinski, comme Meuf Mortelle, comme Juliette Tressanini, et pour un résultat quantitatif dont on est plutôt fier, puisque Aline et la cause ont touché aujourd'hui, en 2020, plus de 75 millions d'audiences cumulées. Donc c'est plutôt un franc succès. 2021 nous promet aussi de belles surprises autour d'Aline et bien plus encore. Merci beaucoup, merci Karine. Merci beaucoup et bravo encore une fois à vous deux.
Découvrons maintenant le palmarès du prix du rapport annuel des entreprises. 3 prix attribués dans cette catégorie. D'abord le bronze. Le comment de bronze est décerné à BIC pour Aller à l'essentiel, rapport intégré 2019 avec l'agence La Nouvelle. J'ai un comment d'argent qui est décerné à Agrial pour Culture Coop avec l'agence Noyce. Et un comment d'or qui est décerné à Citeo pour Plus on sait, mieux on fait avec l'agence Beraidiz. Je vous propose de découvrir tout de suite en vidéo le rapport annuel. Rien ne sert de courir pour bien expliquer, surtout sur un sujet aussi complexe que l'économie circulaire. La société de recyclage Citeo a donc décidé de prendre le temps de partager les connaissances. Son objectif ? Mettre à mal les fake news sur le recyclage des emballages et encourager les bonnes pratiques en la matière. En effet, 70% des emballages ménagers en France sont aujourd'hui recyclés grâce au tri. Il serait dommage qu'une intox vienne tout gâcher. Pour ce faire, elle a lancé la campagne « Plus on sait, mieux on fait ». Le principe est simple. Mettre en scène 7 faits vérifiés sur le recyclage, c'est le volet « Plus on sait ». En face, des actions concrètes permettant de réduire l'impact environnemental grâce au tri. C'est le volet « Mieux on fait ». Au centre du dispositif, un rapport annuel recyclé en manifeste pédagogique. Sur le fond, c'est une véritable mine d'informations, avec des interviews d'experts et d'expertes, des infographies, des retours d'expérience. Sur la forme, il mise sur les codes des mobilisations citoyennes, punchlines et graphismes inspirés des fanzines à l'appui. Rubrique dédiée sur le site, web-série, campagne social média. Le web et les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Le temps, c'est de l'engagement. Avec 500 000 réactions, partages et commentaires sur les réseaux sociaux et des vues 4,6 millions de fois, Plus on sait, mieux on fait prouve qu'il est possible de faire rimer succès d'audience et exigence. Bravo à Citeo et Beraidiz. La parole au jury, comme d'habitude. Donc on a Jean-Sébastien Bréguin, qui est DG de World Appeal, qui va nous dire ce qu'il en a pensé. Ce qui nous a plu dans ce rapport, dans le rapport de Citeo, c'est son côté militant, pédagogique et divertissant. Avec l'idée que plus on sait, mieux on fait, le rapport donne à comprendre 7 grands enjeux pour l'entreprise, qui sont autant de défis et actions nécessaires pour préserver la planète. Le plastique, les filières locales, le recyclage, comment bien trier. Ces 7 enjeux sont décryptés avec pour chacun des innovations, les recherches, les experts, une ouverture sur des intervenants extérieurs, comme par exemple patrons de festivals, des urbanistes, de la data. Tout cela permet de comprendre et donne autant de raisons d'agir. Dans ce qu'on apprend notamment, on pensait que les urbains étaient des gens bien éduqués, mais on trie 2 fois moins en ville qu'à la campagne. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour ces quelques mots. Séverine Lèbre-Badré, qui est directrice communication, mobilisation et RSE chez Citeo. J'ai une question pour vous. Faire du rapport annuel un objet de communication pérenne et utile, est-ce que c'est ça, de faire un vrai discours de preuve ? Convaincre l'opinion, convaincre les parties prenantes de l'importance du geste de tri dans un contexte d'urgence environnementale nous a conduit chez Citeo à développer un discours de preuve autour de 2 convictions, la nécessité de la connaissance et la nécessité de l'action. Ce discours, nous l'avons rassemblé dans notre campagne « Plus on sait, mieux on fait », une campagne qui nous a animé tout au long du 2e semestre de l'année 2020. Une campagne qui a démarré évidemment par la publication des rapports annuels, mais qui est allée bien au-delà. C'est une stratégie de brand content complète que nous avons conduite, qui nous a permis d'être présents à la fois en digital et en print. Cette campagne s'est structurée autour de 7 vérités, 7 discours de preuve autour de la performance environnementale des emballages et des papiers et de la nécessaire réduction, du nécessaire recyclage, du nécessaire réemploi des emballages et des papiers. Nous voyons vraiment cette campagne « Plus on sait, mieux on fait » comme des clés que nous donnons aux différentes parties prenantes, en premier lieu aux consommateurs, pour mieux comprendre l'enjeu environnemental et la dimension environnementale de leur consommation et les comportements à adopter
pour avoir un impact environnemental le plus positif possible, ce qui est aujourd'hui leur première aspiration ou une aspiration extrêmement importante. Cette campagne Plus on sait, mieux on fait, nous l'avons fait vivre sur nos réseaux sociaux, nous l'avons fait vivre à travers des vidéos, nous l'avons fait vivre à travers une stratégie de brand content et nous l'avons incarné très fortement par nos experts Citeo. Nous avons la chance chez Citeo d'avoir des experts qui sont des grands spécialistes de leur secteur et qui ont mis toutes leurs connaissances à disposition de leur audience et du public. Du coup, nous avons fait des expérimentations à travers notamment des LinkedIn Live. On n'avait jamais utilisé ce mode de communication, qui ont été un moment de dialogue extrêmement franc entre les spécialistes de Citeo et nos différentes communautés, nos différents publics. Nous les avons également mis en scène, ces experts en interne de Citeo, car nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs et c'était très important qu'ils puissent aussi être des acteurs de ce débat dont nous voulons faire un petit peu une marque de fabrique pour notre entreprise. Au total, notre campagne Plus on sait, mieux on fait, qui a donc duré 6 mois, entre juillet 2020 et décembre 2020, a rencontré ses audiences, puisque nous avons eu plus de 28 millions d'impressions, 7 millions de vidéos vues, et puis plus de 500 000 partages et engagements par les différentes communautés auxquelles nous nous sommes adressés. Fort de ce succès, nous avons décidé de la reconduire en 2021 et de renforcer la dimension débat, qui est vraiment notre vision que la connaissance, que l'expérience doivent être partagées pour permettre le progrès. Merci beaucoup Séverine. Maintenant, on va se tourner du côté de l'agence avec Marjorie Grégoire, qui est directrice du développement chez Bear Ideas. Marjorie, est-ce que vous êtes là ? Oui. Bonjour Marjorie. Alors, moi j'ai une question pour vous aussi. Comment est-ce qu'on crée toute une stratégie de communication autour d'un simple rapport annuel ? Alors, déjà, c'est pas évident de se dire qu'un rapport d'activité, ça va devenir un objet au cœur de la stratégie de communication d'une entreprise. Parce qu'on le sait, l'exercice du rapport d'activité, c'est quelque chose qui est assez contraint, qui a ses propres codes et souvent qui est un objet de com plus qu'un outil au service d'un plan de com corporate. Et donc, en soi, faire de ce rapport d'activité un objet de com, c'est une décision éminemment stratégique de la part d'un annonceur et c'est le brief même qui nous a été fait de la part de Citeo. Alors, une fois qu'on a reçu ce brief, qui était assez nouveau dans ses contours et dans son périmètre, nous, on s'est posé une question qui n'était pas tant de se dire comment on va faire un rapport d'activité, mais plutôt comment on va en faire un programme de brand content à part entière. Et donc, dès lors qu'on déplace un peu la focale et qu'on prend ce projet de com dans son ensemble, on se pose 3 questions. C'est d'abord la question de nos audiences. Où sont-elles? Au-delà des audiences institutionnelles qu'on va toucher avec notre rapport print, qui est l'objet central, où sont ces audiences? Et nous, on est allé les chercher, vous l'avez vu directement en ligne, avec un programme qui est éminemment social. On s'est aussi posé la question du message. Plus dans un rapport d'activité, on ne défend pas un message, on défend plus des performances. Là, nous, on s'est attaché à avoir un combat, à réhabiliter des vérités sur le geste de tri. Donc ça, c'est le propos qu'on a voulu défendre. Et dernier point, on s'est demandé comment on séquence et comment on fait vivre ces contenus dans le temps, en lien à la fois avec le programme de com de l'entreprise, mais aussi avec les grands temps forts de l'agenda médiatique. Et c'est ce qui nous a amené, nous, à faire un dispositif qui a duré pendant 7 semaines. Merci Marjorie, merci Séverine. Bravo à vous, et pour les féliciter vous aussi, n'oubliez pas le hashtag GPComment. Bravo Bear Ideas, bravo Citeo. Découvrons maintenant ensemble le prix de l'édition externe. 3 prix ont été décernés par le jury dans cette catégorie. Un comment de bronze d'abord, qui a été décerné à la mutualité de la fonction publique pour le MOOC Mutualité fonction publique dramatiquement prémonitoire avec l'agence OCO. Un comment d'argent qui est décerné à Biocop pour Culture Bio, le consumer magazine de Biocop avec Sequoia de Macaya Group. Et le comment d'or est décerné aux éditions Grand Champ pour refonte complète de l'hémicycle, la revue qui aime la politique avec Epoca. Avant de regarder le film de la vidéo, on accueille tout de suite Éric Revel, qui est directeur de la publication des éditions des Grands Champs, qui est en duplex,
et Samantha Auder, que j'ai la joie d'accueillir sur le plateau et qui est directrice de création chez Epoca. Bienvenue à tous les deux. On regarde tout de suite la vidéo de ce Comment d'Or. Réhabiliter le temps long dans une époque qui privilégie la simplification et la rapidité, c'est le credo des éditions des Grands Champs. Un credo 100% mis à l'œuvre lors de la refonte de la revue parlementaire, l'Hémicycle. L'objectif de départ est clair, moderniser la revue pour la parution de son 500e numéro. Le rythme, le format et le rapport texte-image ont été entièrement repensés par les éditeurs, main dans la main avec le comité de rédaction. Résultat, l'hebdomadaire s'est mué en MOOC trimestriel. Mi-magazine, mi-livre, l'Hémicycle fait désormais la part belle au visuel, dessins ou photographies signées de photojournalistes et portraitistes. Résolument ouverte sur le monde, la revue se projette au-delà des débats parlementaires pour nouer le dialogue avec la société tout entière, dans les collectivités aussi bien qu'en entreprise, et offre au lectorat les clés de lecture d'un présent souvent bien complexe. Visiblement, les 30 000 lecteurs et lectrices apprécient. Le nombre d'abonnés a augmenté de 20% en un an. Quant aux annonceurs et partenaires, ils sont aussi au rendez-vous. La revue a ainsi atteint l'équilibre économique moins d'un an après la refonte. Un plébiscite. Bravo à tous les deux pour ce joli prix. Avant de vous entendre, on va entendre Virginie Marchal, qui est DG de l'agence La Nouvelle et qui était membre du jury et qui parle au nom du jury pour dire quelques mots sur ce prix. Coup de cœur qui a eu notre jury pour cette belle revue Hémicycle. Alors, on s'est bien sûr interrogé, il y a eu quelques débats sur la pertinence de remettre le prix de l'édition externe à un titre de presse qui, de fait, n'a pas forcément les mêmes contraintes qu'un annonceur classique. Et après débat, on s'est dit que c'était quand même bien un travail d'agence qu'on était en train de récompenser, puisque c'est une agence qui a retravaillé le positionnement de cette revue. Une agence qui s'est emparée d'un sujet délicat, repositionner une revue dont la raison d'être est d'aimer et de faire aimer la politique. Donc, autant dire un beau challenge par les temps qui courent. Et c'est une réussite, tout du moins c'est ce que notre jury a décidé. Le pari d'élargir le positionnement en dépassant le cercle des députés pour créer un dialogue fertile avec d'autres parties prenantes comme les territoires ou les entreprises a permis de sortir la revue de son entre-soi initial. La ligne éditoriale très qualitative vient réhabiliter le temps long, la réflexion avec des beaux temps d'articles très riches. Et enfin, la qualité et l'exigence graphique sont au rendez-vous. Le rapport texte-image a été complètement repensé pour quelque chose de très harmonieux. Et surtout, il y a un recours à l'illustration, au photojournalisme, et aussi beaucoup de portraitistes qui donnent un résultat très, très chouette, très qualitatif. Enfin, on a trouvé ça très beau. Merci beaucoup Virginie pour ces jolis mots. Et alors tout de suite Eric, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de délaisser le format hebdomadaire originel au profit d'une publication trimestrielle ? Oui, bon, d'abord, j'aimerais évidemment remercier le jury. On est très honorés de ce prix. Et Virginie en a parlé de manière absolument incroyable. Ça tient au fond, mais ça tient aussi à la forme, hein, et notamment à ce qu'a fait l'agence Epoca autour de ce magazine. Alors, pourquoi un rythme trimestriel ? J'allais dire, c'est dans le positionnement en fait éditorial de l'hémicycle. C'est qu'il nous a semblé qu'un rythme hebdomadaire ou mensuel était trop rapide pour poser des débats et pour aborder des questions de fond. Et que ce rythme trimestriel, donc une fois tous les 3 mois, nous permettait au contraire d'aller au fond des choses, d'aborder des questions, parce que nous partons du principe qu'on a besoin de politique pour faire vivre la démocratie et qu'on a besoin de restaurer l'image de la politique en abordant non pas la petite phrase ou la polémique politicienne, mais au contraire des débats de fond. C'est ça aujourd'hui l'hémicycle. C'est un très beau challenge, bravo à vous. Samantha Auder, donc vous, alors une question de votre côté. Comment est-ce que le choix d'un MOOC qui fait la part belle au visuel s'est imposé ? On a augmenté énormément la pagination puisqu'on est passé à plus de 100 pages. Et donc, il fallait
rester attrayant, sur en faire un bel objet que les gens conservent. C'était vraiment le parti pris de l'agence. Et puis d'aller chercher des illustrateurs, des photographes partout dans le monde. Enfin voilà, c'est le challenge de ce magazine, d'essayer de le différencier des autres. D'autres magazines politiques qui existent, d'essayer de bousculer un peu les codes établis sur ce sujet, voilà, de parler différemment. Et je pense que c'est vraiment on a vraiment des retours excellents de gens complètement inattendus. Voilà, on est très fiers de ce beau projet. Ben vous pouvez l'être parce que vous avez eu un Comment d'or, donc à partager évidemment avec toutes les équipes qui ont travaillé sur le sujet. Bravo à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Découvrons maintenant ensemble le palmarès du prix de la stratégie d'engagement. Pour ce prix, 3 Comment ont été décernés. Un Comment de bronze à la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer, qu'au passage on remercie chaleureusement pour tout ce qu'ils font tous les jours. Leur projet s'appelle la SNSM, l'occasion d'une vie, avec Glory Paris. Un Comment d'argent qui a été décerné à Label Emmaüs pour Label Action avec Brainsonic. Et un Comment d'or qui a été décerné à UPIA pour La conserve, c'est maintenant, avec l'agence Brainsonic. Et on accueille sans plus attendre, mais en duplex, pas en plateau, Julien Coilier, qui est directeur général de UPIA, et Max Marek, qui est directeur associé de Brainsonic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, on va regarder votre travail. On va regarder le Comment d'or. La boîte de conserve, elle n'a pas son pareil pour préserver dans la durée les saveurs et les vitamines. C'est aussi une championne toute catégorie du recyclage. Le seul hic, c'est qu'elle n'est plus dans le coup. Les jeunes la boudent. Les 18-35 ans ne représentent que 13% des acheteurs de conserve en France. Pour lui redonner un peu de sex appeal, l'interprofessionnel des industries de la conserve, UPIA pour les intimes, a décidé d'agir. Comment ? En menant une campagne au long cours avec la complicité d'influenceurs. Une année durant, ils se sont mis en 4 pour stariser la conserve sous toutes ses facettes. À chaque OP, une recette inchangée, bannir le discours de marque et inventer des stories qui engagent leurs jeunes followers. L'influenceuse lifestyle de Bien dans mon slip a intégré la conserve dans son régime alimentaire. Le voyageur photographe super chinois l'a embarqué dans son trip en Islande. Démotivateur Food a mené l'enquête et découvert comment les sardines sont mises en boîte quelques heures après la pêche. Elle s'est même improvisée instrument de musique le temps d'un concert du groupe French Fuse. Au total, 12 influenceurs se sont mobilisés pour sensibiliser aux bienfaits de la conserve avec des contenus à la fois pédagogiques et divertissants. Résultat, 4,5 millions d'engagements et une conserve qui séduit de plus en plus les Françaises et les Français. Selon les dernières études, la conserve a gagné 0,5 points en termes d'image. C'est dans la boîte. Bravo, merci beaucoup pour le partage de ce Grand Prix. Avant de vous donner la parole, messieurs, la parole au jury. J'ai toujours rêvé de dire ça. La parole au jury. Donc, c'est Denis Gaucher, qui est CEO de Kantar Media, qui va parler au nom du jury et commenter votre campagne. Le choix fut compliqué parce que la catégorie stratégie d'engagement était très riche, avec de nombreux cas très innovants et intéressants. Donc, pourquoi nous avons choisi l'UPIA pour l'or ? Pour 3 raisons. Le challenge, car engager les 18-35 ans sur le sujet de la conserve n'était pas évident. Le deuxième point, c'est le dispositif mis en place pour relever justement ce challenge avec une communication axée sur le social, avec la reprise de tous les codes qui touchent les 18-35 ans, comme l'alimentation de proximité, le style de vie, l'écologie, le côté pratique. Et tout cela en faisant appel à des leaders de communauté avec une approche de communication un petit peu décalée. Et enfin, le 3e point, le résultat obtenu, qui est l'objectif premier de toute communication,
Donc, cette campagne a généré 11% de conversations positives autour de la conserve et une image de la conserve qui est passée de 6 à 10 sur 10 suite à cette campagne. Donc, c'est pour cela que nous sommes très fiers d'attribuer ce prix or à la conserve et à l'UPIA. Merci Denis pour ces quelques mots. Julien, je commence par vous. Vous êtes délégué général de UPIA et vous allez, s'il vous plaît, répondre à cette question. Pourquoi la communication d'UPIA devait-elle sortir de sa boîte? Vous notez la petite touche d'humour, j'espère? Oui, très bonne question. En fait, parce qu'à l'UPIA, on aime bien penser out of the box, peut-être, pour rebondir sur la question. En fait, non, plus sérieusement, la conserve, c'est une invention ancienne qui va fêter ses 200 ans là en 2024. Et finalement, on se rend compte que tout le monde, presque, a oublié ses bénéfices. Donc, une petite traduction, l'UPIA, donc, c'est l'Union interprofessionnelle pour la promotion de l'industrie des conserves apertisées. Et c'est une collective d'information qui existe depuis les années 60. Donc, on représente tous les acteurs de la filière française de conserve en boîte métallique. Et on fait d'ailleurs une centaine d'acteurs. Ça va du producteur de métal en passant par les fabricants d'emballage et les conserveurs. Et la marque collective qu'on utilise, c'est simplement la conserve, comme vous verrez un peu sur les différentes activations qu'on avait sur les réseaux sociaux. Et finalement, pourquoi on devait faire sortir de la boîte la com de l'UPIA? Historiquement, on était plutôt un annonceur publicitaire et on a fait le pari de passer d'une posture publicitaire à une posture conversationnelle. Et on a fait confiance à BrainSonic sur le sujet. Et pour une collective comme l'UPIA, qui rassemble beaucoup de monde, c'était un vrai pari parce qu'on a donné carte blanche à des influenceurs pour aborder une facette de la conserve, hein, comme c'était dit dans la vidéo, soit l'histoire, la gastronomie, l'art, l'environnement. Et depuis 2019, du coup, c'est un travail qui fonctionne bien avec les excellentes équipes de BrainSonic. Et les résultats sont là parce que, comme ça a été mentionné, on a fait bondir la note d'image. Et ça, c'est vraiment important comme boussole, on va dire, par rapport à tout ce qu'on fait. Parce que l'UPIA n'a rien à vendre et elle travaille seulement l'image. Et en plus, comme une collective, on est obligé de travailler le temps long. Alors, ce qui est parfois pas évident sur les réseaux sociaux puisque tout va très vite. Et l'important, c'est d'inscrire ça dans une stratégie qui s'inscrit dans la durée. Donc, beaucoup de persévérance, beaucoup d'humilité. Et dans les méthodes de travail, beaucoup d'agilité et de test and learn. Donc, on est très fiers de recevoir ce prix. Merci au jury. Et merci aussi à tous les adhérents de l'UPIA qui œuvrent depuis 2015, depuis que je suis arrivé à l'UPIA avec moi. Merci. Merci beaucoup Julien. Alors vous l'avez dit, en fait, une campagne, un Comment d'Or, c'est d'abord un bon compagnonnage entre un annonceur et une agence. Donc ça, c'est chouette aussi de le rappeler. Max Marek, justement, directeur associé chez BrainSonic. Alors, une question pour vous aussi. La conserve, c'est une campagne au long cours. Julien l'a dit, c'est le temps long pour promouvoir la conserve. Quels sont les ingrédients alors qui garantissent la saveur d'une campagne dans la durée, à part les mettre dans une belle boîte de conserve qui ferme bien? Eh bien, juste avant de répondre, je voulais tout d'abord remercier Julien et l'ensemble des équipes de l'UPIA parce qu'il l'a dit, c'était assez courageux de leur part de nous laisser cette carte blanche parce qu'il y a vraiment une forme de lâcher prise de la part de l'annonceur lorsqu'on lui a dit qu'on allait travailler avec des influenceurs qui pourraient pas vraiment valider et qu'il faudrait espérer que le résultat soit concluant à la fin, ce qui heureusement pour nous a été le cas. Et pour répondre à votre question, en fait, c'est le principe même de la campagne, c'est-à-dire que c'était très bien expliqué par l'intervenant qui faisait partie du jury. C'est vraiment basé sur une stratégie d'infiltration et l'idée c'était d'avoir vraiment à la fois l'ensemble des thématiques qui sont liées à la conserve. On parle du bien manger, on parle du goût, on parle de la recyclabilité, enfin voilà, toutes ces thématiques. Et à chaque fois, en fait, ces thématiques étaient traitées par un média ou un influenceur, en fait, qui nous faisait entrer dans son univers. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a tous les exemples qui ont été cités dans la vidéo. On pourrait aussi parler de ce dîner qu'on a organisé avec Taku Sekin, qui est un chef assez connu, qui a réalisé un dîner uniquement à base de conserve pour ses amis influenceurs. On peut aussi parler de Greg Hillman, qui est un artiste pop art très connu, qui a revisité la conserve avec cette filiation à Andy Warhol. Donc voilà, toutes ces opérations en fait qui ne se ressemblaient pas forcément les unes et les autres. Il y avait tout de même toujours ce fil rouge de la conserve et c'est ça qui a permis de conserver un fil rouge dans la durée et surtout on en a encore sous le pied puisqu'on continue cette année à faire de belles choses sur ce même principe. Donc on vous retrouve l'année prochaine? L'année prochaine, absolument. Ok, ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Au revoir.
Pour clôturer ce live et ces 6 rendez-vous des Grands Prix Comment, nous allons maintenant remettre un de nos prix spéciaux et préférés, évidemment, le Grand Prix. Pour ce prix, le jury a élu la meilleure campagne parmi l'ensemble des Comment d'or. Mais avant de vous dévoiler les nominés et évidemment les lauréats, j'accueille Loïc Tanguy, directeur marketing chez ePressPack, qui est notre partenaire spécialiste des plateformes logicielles de communication. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue. Merci. Loïc, on est sur le thème du temps long. Alors, quelle est votre vision de ce temps long? Question facile. Bac de philo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Slow devant. Nous, chez Presspack, nous avons la chance de pouvoir être un observatoire de ce qui se passe au niveau de la communication, puisque nous développons des plateformes de com et de contenu de com pour des grandes marques françaises. Et nous avons aussi la chance avec Comment d'avoir fait une vingtaine d'interviews sur les grands directeurs de la communication lors de la période Covid. Et la période Covid nous a donné du temps. Nous a donné du temps pour comprendre comment travailler la communication dans le futur. Et le temps qui nous a été donné et la distance qui nous a été donnée nous a permis à tous de comprendre que globalement l'authenticité dans le slow était très importante, qu'il fallait prendre le temps de produire ces contenus, puisque le contenu reste essentiel. On a vu également sur l'ensemble des interviews que nous avons pu faire avec les grands directeurs de la communication qu'ils ont pris le temps de comprendre l'interne, le temps de comprendre que l'interne était des ambassadeurs essentiels pour le futur. Également, on a vu que tout ce qui était storytelling devait être véritable, authentique. Et donc, le slow est devenu maintenant quelque chose d'évident. La distance a fait que le slow est devenu quelque chose qui est quelque chose de plus important que ce qu'il y avait il y a 2 ans. Merci Loïc, c'est un très beau résumé de ce palmarès. Merci beaucoup. Restez avec nous, je vais annoncer les nominés. Peut-être pas encore les lauréats, peut-être qu'on va prendre le temps, d'ailleurs. Page de pub. Non, c'est pas vrai. Alors, les nominés sont CNP Assurance pour Hors des cases avec The Good Company. Prenons le temps. Label Emmaüs avec Hack Friday et l'agence Brainsonic. Ipsen pour Ipsen Ensemble avec l'agence Media Meeting. J'aime mon bistrot pour J'aime mon bistrot avec l'agence BCW. Label Emmaüs pour Label Action avec Brainsonic. Upia pour La conserve c'est maintenant avec Brainsonic. Et le Grand Prix est attribué à Label Emmaüs avec l'agence Brainsonic pour leurs 2 projets. Et c'est ça qui est la grande nouveauté de cette année, c'est que le jury n'a pas pu choisir entre le projet Hack Friday et le projet Label Action. Donc les 2 sont récompensés. Donc c'est un prix pour Label Emmaüs et Brainsonic pour leurs 2 projets. Bravo à vous. Et on va les découvrir en vidéo tous ensemble. Commençons par Hack Friday. Désastre écolo ou aubaine économique. Faut-il interdire le Black Friday? Certains députés veulent même interdire ce concept de promotion. Et certaines associations militent contre cet événement commercial. Nos équipes ont filmé par exemple les bénévoles du label Emmaüs avec ces grands portants. Ils sont venus dire à des clients parisiens que tout ce qu'ils venaient d'acheter
neuf existait aussi en produits d'occasion, histoire de moins produire et de moins polluer. Je reçois Maud Sarda, cofondatrice de Label Emmaüs. Le consommateur, c'est lui qui fait les choix. Et c'est pour ça que je voulais vous inviter ce matin. Il n'y a pas de culpabilisation, c'est simplement se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit, quand même? Et si j'en ai besoin, est-ce qu'une alternative plus solidaire, plus écologique existe autour de moi? Merci beaucoup. Et on découvre du coup tout de suite le deuxième projet récompensé, Label Action. Vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que je vais bientôt me séparer de ce bien bel objet qui est une de mes plus grandes réussites avec ma poitrine, bien sûr. Emmaüs, je pense que je vais vous donner cette veste-là. Écoutez, c'est un bijou. Je viens de faire un don. C'est un scénario original. Label Emmaüs est un e-shop solidaire d'objets d'occasion. Peu de gens connaissent notre site et encore moins nos objets. Alors, pour les faire connaître, nous avons mis en ligne des objets de gens connus. Label Emmaüs présente Label Action, un objet pour mettre en lumière tous les autres. Nous avons récupéré les objets des personnalités, amenés à notre entrepôt, les avons pris en photo, mis en ligne, puis nous les avons cachés sur notre e-shop pour inciter les internautes à les chercher parmi tous les autres produits du site. Chaque personnalité a alors invité sa communauté à fouiller sur le site. Et aujourd'hui, on va donner des vêtements. Mais il y a des choses que tu peux plus mettre. Rapport à mon cul. Vous pouvez faire un achat qui permettra de financer la réinsertion de personnes en difficulté. Alors on donne une deuxième vie à des objets qu'on aime. Et moi, je vous propose cette veste Balenciaga que j'ai beaucoup portée et que j'aime beaucoup. Une vingtaine d'objets stars qui ont permis de découvrir nos 600 000 références, dont de vraies pépites pour Bobo. L'internaute qui les retrouve fait une bonne affaire, ainsi qu'une bonne action en finançant le retour à l'emploi de personnes en difficulté. De nombreuses personnalités ont donné, puisqu'on ne cesse de vous le répéter, c'est bien d'acheter d'occasion et vous-même de revendre. En 15 jours, Label Action, c'est 2 millions de vues en story, 9 millions de personnes touchées et plus de 100 000 nouveaux visiteurs sur notre site. Ils ont pu découvrir que chez nous, il y a des objets aussi cool que chez nos concurrents. Sauf que chez nous, ce sont les objets qui sont au service des hommes, pas l'inverse. Label Emmaüs, une deuxième vie aux objets, une seconde chance aux hommes. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit que c'est l'école. On m'a dit que c'est le rap. Voilà, je le voulais. Ça fait ok, c'est trop tard dans votre... Bravo à vous. Un vrai plaisir pour le jury d'avoir à choisir entre un très bon projet ou un très bon projet. Voilà, donc rien que pour ça, merci aussi. D'ailleurs, à propos de jury, on écoute tout de suite Séverine Lecomte, qui est la présidente de Comment, et qui vient vous donner les quelques mots au nom du jury. À dispositif exceptionnel, grand prix exceptionnel. Le jury a décidé de récompenser le label Emmaüs et son agence Brainsonic pour 2 dispositifs malins et efficaces. Le premier s'appelle Hack Friday, et sans budget, il a atteint son objectif d'éveiller les consciences et de faire connaître un e-shop responsable, solidaire, militant et méconnu du grand public. Grâce à une occupation de l'espace public en mode happening qui a créé une grande proximité avec les consommateurs, Label Emmaüs a réussi son pari de dénoncer simplement la surconsommation grâce à des messages forts positionnés directement devant les vitrines. Cette campagne très juste, qui valorise le e-shop Emmaüs, a conquis le jury. La seconde action s'appelle Label Action. Elle est l'autre campagne du label Emmaüs qui a été récompensée. Elle a créé un véritable engagement des communautés et elle a réussi à montrer que derrière cet e-shop responsable, il y avait aussi un véritable engagement social, notamment en faveur de l'insertion professionnelle. Grâce à cette chasse au trésor qui a engagé les communautés de 23 célébrités, Label Emmaüs a pu augmenter la notoriété de son e-shop militant avec plus de 9 millions de personnes touchées, une hausse du trafic sur le site et une hausse des abonnés sur les réseaux sociaux du label. En bref, un réel accomplissement digital, social, humain, doublé d'une vraie réussite du côté résultat. Merci beaucoup, merci Séverine. Anne-Sophie Tournadre, qui est chargée de communication et de merchandising chez Label Emmaüs, et Alban Pénicaud, qui est directeur chez Brainsonic. Ça va être à vous de parler.
Parce qu'en fait, quand on reçoit un grand prix, après ça, il faut faire un discours. C'est là où on a une larme, où on dit merci, les équipes, tout ça. Voilà. On commence par Anne-Sophie. Alban, si vous êtes d'accord ? Bien sûr. Alors Anne-Sophie, à vous la parole. Merci pour ces 2 prix. Du coup, en ce qui concerne le Hack Friday, donc pour revenir sur l'opération, une semaine avant le Black Friday, nous sommes allés dans la rue pour présenter une alternative aux dérives de la surconsommation. Concrètement, on a placé une fenêtre web mobile de la taille d'un portant de vêtements devant les vitrines des boutiques du Marais afin de valoriser notre contre-modèle solidaire et nos objets de seconde main. Le message pointant les modèles exposés en vitrine existe aussi en version recyclée et solidaire. Nous sommes donc allés dans la rue, comme le font les militants, pour faire entendre leur voix et être au plus près de la réalité sociale et humaine. Nous avons convié les journalistes et on a mobilisé les influenceurs qui nous soutiennent afin qu'ils relaient le message et qu'ils se l'approprient. Certains, comme Mélissa Thuriot, qui avait déjà participé à l'opération précédente qui s'appelait La Belle Action, a relayé le Hack Friday sur ses propres réseaux et c'est devenu viral. La controverse autour du Black Friday rend ce message intéressant pour les journalistes, complètement dans l'air du temps. Donc à titre d'exemple, nous avons eu 24 retombées presse pour cette campagne-là en une semaine. Cette campagne, elle a appuyé notre prise de parole militante auprès du grand public et nous l'avons même réutilisé l'année suivante, donc en 2020, sur nos réseaux sociaux avec un gif dédié. Comme quoi tout se réemploie, même la communication et pas seulement les vêtements et la déco chez Label Emmaüs. En ce qui concerne l'opération, donc La Belle Action, c'était une campagne essentiellement développée sur Instagram, donc c'était assez inédit pour nous. À cette occasion, on a 23 célébrités qui ont fait don d'un objet leur appartenant que nous avons mis en vente sur le site Label Emmaüs pendant 15 jours. Un peu comme une chasse au trésor pour nos clients en fait. Via ces dons d'objets, le but était de mettre en lumière notre catalogue qui est constitué de milliers d'objets de seconde main, que ce soit des livres, de la déco, mais aussi du high-tech reconditionné. En s'appuyant sur une communication faite uniquement sur les réseaux sociaux, nous avons proposé une campagne à la fois originale et unique. C'est un peu comme une chaîne de solidarité qui s'est créée et qui a tenu grâce aux célébrités qui ont joué le jeu et à sa viralité en ligne. En termes de retombées presse, nous avons eu 13 sujets, dont 11 sujets presse et 2 sujets télé nationales pour cette campagne. Donc encore un grand merci à Brainsonic pour son aide sur les 2 campagnes. Et voilà, longue vie à la seconde main et à la solidarité dans le e-commerce. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Alban, donc directeur chez Brainsonic, à vous maintenant, oui. Le discours. Directeur de création même, si vous voulez. Ah pardon, directeur de création. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien être directeur. Je trouve ça encore plus chic. Non, on est ravis parce que Label Emmaüs, c'est quand même c'est une super marque. Déjà, si on peut parler de marque, c'est une façon de faire du e-commerce. Et souvent, quand on entend parler de e-commerce, on pense à Amazon. Et puis, il y a des labels Emmaüs qui émergent et qui ont un vrai business model, mais ils en parleront bien mieux que moi. Et qui font des choses assez formidables de plus en plus. Et c'est vrai qu'au départ, on les avait accompagnés pour La Belle Action, qui était pour se positionner justement comme un site de e-marketing et d'aller se battre contre des sites bien plus importants comme Le Bon Coin, Vinted, etc. Ils n'ont pas les mêmes moyens et c'est vrai qu'on a fait cette opération avec des influenceurs. On s'est servi de l'aura des influenceurs et du coup de l'aura de leurs objets et après d'avoir des prises de parole un peu plus tactiques comme on l'a fait sur le Black Friday, avec le Black Friday. Très bien, merci. Merci beaucoup, bravo. Un grand bravo à partager avec toute l'équipe. C'est une vraie fierté, donc il faut célébrer ça. Voilà. On a trop peu de raisons de célébrer en ce moment. Donc 1000 fois bravo.
On arrive à la fin de nos Grands Prix 2020-2021. Avant de nous quitter, on va refaire un tour du côté de la réflexion et de l'analyse avec Olivier Creusy, notre expert, pour revenir sur l'ensemble de vos questions. Bonjour Olivier. Bonjour Constance. Je me demande si ça n'a pas été coupé un peu direct. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre le sujet quand même. Constance, on a un petit problème au niveau de ton son. Ça grésille légèrement. Je me permets juste d'intervenir. On t'entend pas très bien. Qu'est-ce qui grésille? Le son. Nos deux sons? Non, uniquement pour toi. Je vais m'en aller puis revenir. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Je pense qu'il y avait une feuille devant un. Ok. Super, merci. Pas de problème. Bon, alors, très bien. Alors, reprenons les joies du direct. Bonjour Olivier, merci de nous retrouver à la fin de cette session Grand Prix. Je voudrais juste vous poser quelques questions qui sont arrivées dans le chat et puis il y en a une ou deux que j'ai aussi en tête. Alors, il y en a pour lesquels vous avez déjà répondu, donc on va aller directement à la question qui pose la question de l'intérêt des dispositifs de communication qui s'inscrivent dans la durée. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir de tels dispositifs de com? Je crois qu'une marque revendique un territoire de communication, ce qui permet à ses publics de comprendre en quoi elle est légitime et de quoi elle parle. Alors, un territoire, ça s'occupe et il faut s'ancrer dedans. Et ça se fait pas en 5 minutes. Donc, c'est dans la durée que l'on peut revendiquer son territoire de communication. Bon. Et puis, du côté des publics, je pense que ça serait une erreur de penser que quand on dit les choses une fois, on est parfaitement compris par tout le monde. Donc, la communication est fondée sur la répétition. Donc, là aussi, pour répéter, il faut du temps. Donc, c'est bien parce que la marque étant un matériau de temps long, finalement, ça ne nous pose pas de problème de travailler nos territoires dans la durée et en profondeur. Et ça correspond, de toute façon, aux attentes des publics qui, pour bien intégrer les belles histoires qu'on leur raconte, ont besoin qu'on prenne le temps et qu'on répète beaucoup. Donc, d'une certaine façon… En fait, c'est un enjeu d'efficacité, tout simplement. C'est totalement un enjeu d'efficacité, mais fondamental pour la communication. Enfin, je pense que pas grand monde ce matin ne croit vraiment qu'un message une fois va changer le monde. Les choses prennent du temps. Oui, tous les parents le savent bien. Et en tant que professeur, dans la pédagogie, je confirme que le principe de la pédagogie, c'est la répétition. C'est ça, exactement. Alors, il y a une autre question qui là s'interroge sur est-ce que le temps long, c'est pas quelque part la recherche d'un idéal de fonctionnement depuis plusieurs années? On a l'impression que c'est quelque chose qui revient tout le temps comme un idéal qu'on n'atteint jamais. Je pense que c'est lié effectivement à la frustration qui est générée par le temps court et cette superficialité. Donc oui, je pense qu'il y a un ressenti sur cet idéal auquel nous aspirons. La question est plus, à mon avis, qu'est-ce qu'on fait du constat? C'est-à-dire, est-ce qu'on se lamente sur le fait que c'est bien dommage qu'on n'ait pas le temps long pour bien faire les choses, ce qui ne va pas nous amener très loin, ou alors on se dit, il faut mettre le sujet sur la table et s'obliger, tout en, bien sûr, assumant les enjeux du temps court, parce que nous travaillons tous en urgence, à évoquer à chaque fois que c'est possible la mise en perspective dans le temps long. Moi, je crois qu'en tant qu'agence, même si la demande de l'annonceur ou du client n'est pas sur du temps long, mettre le sujet sur la table et dresser des perspectives sur un temps intermédiaire, déjà qui n'est pas forcément un temps long, mais déjà un temps moyen, ça ne peut être que bien perçu, parce que personne n'est dupe, au fond, sur le fait que ce soit intéressant ou très durable de ne travailler que sur le temps court. Maintenant, c'est une question d'effort, d'énergie, de conviction. C'est un effort à faire en plus, mais je pense que le moment est favorable pour qu'on se mobilise tous sur cet enjeu. Alors, est-ce que finalement,
la bonne solution, ça serait pas une sorte d'alternative entre des séquençages, en fait, entre le temps long, le temps court, arriver à peut-être en s'adaptant grâce aux réseaux sociaux, peut-être, oui, parce que qu'on arrive à tenir les deux ensemble. Oui, parce qu'il y a aussi un intérêt dans cette conversation permanente, dans le temps court, la réactivité, une marque qui fait une communication contextuelle, qui rebondit sur une actu, qui est à l'affût de ce qui fait la vie de ses cibles. Bah, elle en est que plus sympathique, elle est vivante, elle est incarnée, elle est imaginative. Mais ça n'imprime pas dans la durée. Donc ça, je pense qu'il faut continuer à le faire et ça peut être extrêmement intéressant. Mais il faut ajouter, se préoccuper en plus, c'est pour ça que c'est un effort, de cette construction dans le temps long. Et ce qu'on a vu finalement dans les grands prix, c'est que à la fois on a des opérations qui sont en tant qu'opération unique extrêmement intéressantes et convaincantes et séduisantes, mais on se dit bien, elles nous ont séduits parce que elles racontent quelque chose de durable sur la posture de la marque, sur la vision du monde. On le voit bien avec la belle Emmaüs. Donc ça démontre que à la fois tout dépend de la force d'une idée, parce que ce qu'on a aimé dans ces grands prix, ce sont des idées de communication, des idées créatives, mais que les idées, elles vivent pas toutes seules, elles sont intéressantes quand elles, finalement, sont les fruits d'une bonne compréhension de ce que c'est que la marque et effectivement ce fameux message que l'on veut construire dans le temps. Et là, on se dit, c'est génial, c'est-à-dire que tous les jours, finalement, on aurait une opportunité pour nourrir l'être profond de la marque. Et il faut donc que chacun ait cette connaissance, cette conviction qu'on travaille à la fois dans l'immédiateté et à la fois dans la durée. Merci beaucoup Olivier de l'ISCOM. Alors c'est vraiment agréable de vous écouter, ça nous fait du bien, ça nous inscrit aussi dans le temps long, donc un grand merci à vous. C'est l'heure de clôturer cette grande session de Grand Prix. Première info, rendez-vous l'année prochaine, bien entendu. Dans quelques jours déjà, vous pourrez commencer à déposer vos dossiers pour l'année prochaine. Donc, commencez à travailler, à réfléchir à tout ce que vous voulez déposer. Vous voyez que c'est un moment vraiment très important pour les communicants. Donc, il faut en profiter, il faut y aller. C'est un moment où on peut montrer notre travail, le travail conjoint avec les agences. C'est un moment où on peut être félicité pour tout le travail des équipes. Donc, profitez-en, faites-le. C'est que du bonheur et que de la fierté. Je voulais aussi prendre une minute, donc accordez-moi juste une minute pour la séquence des merci. Parce que derrière tous ces grands prix, il y a une équipe chez Comment qui est vraiment exceptionnelle et qui a travaillé mais d'arrache-pied pour à chaque fois pour travailler autour, pour organiser ces grands prix magnifiquement. Donc je vais les citer rapidement. Il y a Audrey Roche, il y a Géraldine Piriou, il y a Martina Marili, il y a Claire Moutafian, il y a Wilfried Ngama, il y a Églantine Gendron et bien entendu Laurence Beldowski qui est encore chez Comment pour quelques jours, semaines, temps. Et donc, on en profite un maximum. Un grand merci aussi au jury, à tous nos experts, Olivier notamment, qui est là devant moi. Merci. Et puis, au service événement des Échos, Le Parisien, et à la régie exceptionnelle, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques, ça ne s'est pas vu, mais ils sont formidables. Donc, un grand merci à tous, déposez vos dossiers et rendez-vous l'année prochaine.